deuxième table ronde, on change un petit peu de configuration, puisque l'idée, c'était d'interroger des porteurs et des porteuses de projets. Il se trouve qu'il y a 3 porteuses de projets, et finalement, c'est bien aussi. Hein. Vive Girl Power, comme dit Christelle. On va commencer par exemple, Julia. Alors bonjour, je suis arrivée en septembre au lycée agricole de Coutances, c'est en Normandie, dans le Cotentin. Et je travaille sur le projet Maraîchage toute herbe. Maraîchage toute herbe, c'est un système maraîcher basé pour la fertilisation sur l'apport de fauche d'herbe sur les parcelles maraîchères. C'est un système qui est observé depuis quelques temps chez quelques maraîchers. Donc c'est du maraîchage biologique petite surface diversifiée et qui a été repéré donc, par des formateurs du CFPPA qui voient là-dedans du potentiel pour répondre à des enjeux liés à la fertilisation, donc augmentation du coût des engrais, le fumier qui devient limitant. Et donc en fait l'herbe fertilisante ça pourrait être une alternative et une réponse à ces problèmes à développer pour répondre à des problèmes potentiels dans l'avenir. Et là l'idée c'est d'étudier ce système et de l'optimiser, de le développer, donc de trouver des solutions techniques. Donc pour ça, on travaille avec des maraîchers face aux freins qu'ils rencontrent en voulant utiliser l'herbe fertilisante. On travaille aussi avec l'atelier paysan sur la construction et l'autoconstruction d'outils, ainsi qu'avec Antoine Paulet ici présent, qui est professeur avec un tiers-temps. On travaille sur ce volet technique et développement de la pratique avec les maraîchers. On a aussi un volet scientifique avec l'université de Caen et Unilassal où l'objectif c'est de créer des références pour pouvoir précisément documenter donc, les effets de cette herbe fertilisante sur le sol, sur son fonctionnement sur les cultures et comparer donc avec des essais en parcelles au champ l'effet de l'herbe par rapport au fumier ou au bouchon. Voilà. Et pas des moindres, on a le volet pédagogique qui vise donc à transmettre toutes ces connaissances qui sont récoltées, qui sont créées aussi auprès des élèves et de les impliquer dans le projet tout au long de la démarche expérimentale et de la réflexion parce que c'est eux les maraîchers de demain. Donc voilà. Merci pour cette introduction. Claire. On est situé donc au nord de Lyon. Moi, je suis ancienne terre-temps. Je ne me suis pas familiarisée avec le nouveau nom. Mon projet, il s'intitule « Enseigner les transitions quand l'arbre ouvre le champ des possibles ». Alors du coup, nous, on travaille... Alors moi, à Sibin, j'ai la chance de travailler avec une équipe d'enseignants et notamment aussi avec une référente locale, Brigitte Besson, qui m'a beaucoup formée, sensibilisée à cette question justement de la transition. Et donc ce projet agroforestier, ces projets agroforestiers, c'est en fait une association locale de citoyens qui est venue nous chercher en 2020 avec France Nature Environnement et qui nous a posé la question de on crée des trames, France Nature Environnement crée des trames vertes sur l'Ain, enfin dans l'Ain, dans le territoire de l'Ain, département de l'Ain. Mais vous, en tant que lycée agricole, qu'est-ce que vous pouvez proposer dans votre territoire et notamment comment vous pouvez sensibiliser, former les jeunes à cette question de trames vertes et notamment sur la question de la haie. Donc, à partir de 2021, on a commencé à planter des haies. Et surtout, en fait, on a fait un travail de réflexion avec les élèves. Donc là, c'était essentiellement des bacs STAV. L'arbre, dans les systèmes agricoles comme l'exploitation de Sibins, est-ce que c'est possible? Et oui, à quelles conditions? Et donc, du coup, moi, ça fait écho à ce qu'ont présenté les intervenants précédents, la question de l'enquête, la mise en enquête. On fait travailler les jeunes sur 3 hypothèses, l'absence de l'arbre, la présence de l'arbre, oui mais en bordure, et l'arbre au milieu des parcelles, des différents dispositifs de haies, et donc les conditions de réussite
ou non de la réintroduction de l'arbre. Donc voilà, nous l'idée, donc moi je suis enseignante d'agronomie, je ne sais pas si j'avais déjà dit, mais donc pour moi en fait le projet de tiers-temps c'est aussi travailler davantage avec l'extérieur, travailler avec des citoyens, des techniciens, des experts de l'arbre champêtre, notamment avec une association qui s'appelle Mission Haie. Et donc ça m'a permis en fait d'avoir une autre posture que celle seulement d'être enseignante, mais c'est aussi d'animer des ateliers avec des étudiants, des agriculteurs. Et donc, en fait, ça a changé ma posture. Je ne suis plus uniquement enseignante. Et donc, on y va crescendo dans l'expérience, parce que Christelle, tu as déjà porté un tiers-temps avant celui-ci. Oui, je suis à mon 3e tiers-temps. Et je suis en 2e année de ce tiers-temps. Voilà. Enfin, je les ai pas. J'ai eu des temps où j'étais pas en tiers-temps. Oui, tu as fait aussi autre chose entre-temps. Oui. J'enseigne depuis 2003, donc voilà. Donc voilà, moi, Christelle Egea, je suis enseignante en agronomie aussi, comme Claire, agronomie zootechnie, et puis un peu économie de temps en temps, quand il y a besoin. Et je suis référente éco-responsable aussi de mon lycée. J'ai été aussi référente EPA2. Là, j'ai un tiers-temps. Alors, ce qu'il faut dire que notre lycée, il est agricole, mais surtout agroalimentaire et laboratoire. On a un atelier de transformation agroalimentaire et des filières qui tournent autour du laboratoire contrôle qualité. Donc, il n'y a pas de transition agricole sans transition alimentaire. Nous, on est sur la transition alimentaire, là, avec mon projet de développement, puisqu'il s'intitule, je le lis parce qu'il fait 3 lignes, quand même, j'ai toujours pas intégré... pourtant, je l'ai co-construit avec mon ancienne directrice. Donc, c'est favoriser, transmettre et promouvoir un système alimentaire territorialisé en interaction avec les partenaires locaux et à destination des consommateurs du territoire. Donc, pour faire simple, c'est remettre au cœur l'alimentation saine et durable à la cantine, avec la loi Egalim, et voilà, qui nous oblige aussi à aller vers ces transitions alimentaires, et également au niveau de notre atelier de transformation et de notre nouveau magasin de producteurs qui a ouvert, qui est attenant à l'atelier de transformation. Donc voilà, l'idée c'est de faire rayonner tout ça au niveau du territoire, attirer aussi le grand public, puisqu'on a un magasin de producteurs maintenant, et donc faire de l'animation aussi, voilà, et tout en mettant de la pédagogie dans ce système-là. Voilà, merci pour ces présentations, ces premières présentations, et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on scoltine les 3 questions. Christelle, puisque tu as le micro, on va commencer. Cette notion d'innovation, est-ce que c'est quelque chose qui a une importance, a de la place? Est-ce que tu y penses le jour, la nuit, dans ton projet? Et s'il y a quelque chose autour de cette notion d'innovation, comment tu la vois? Est-ce que ce que tu as entendu, ça t'a percuté ou au contraire conforté? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la notion d'innovation? Pour moi, la notion d'innovation, j'ai l'impression de la pratiquer depuis que j'enseigne, c'est-à-dire, enfin, j'ai progressé quand même, mais c'est plus un état d'esprit, une démarche pour moi. Et on a la chance, en fait, dans l'enseignement agricole, de pouvoir s'appuyer, utiliser des supports concrets. Pour nous, là, c'est par exemple l'atelier de transformation en ce moment, sur des projets, des événements qu'on met en place, et de faire en sorte que les élèves ils soient acteurs dans ces projets-là, qu'ils puissent être en action, et pour développer d'autres savoirs que le savoir dont on parlait tout à l'heure, mais on parlait aussi des compétences psychosociales. C'est aussi, s'ils interviennent lors d'un ciné-débat, c'est de savoir gérer son stress, de savoir animer, lancer le débat dans la salle, etc. Voilà. Donc c'est des autres savoirs, et ça on le fait, j'allais dire régulièrement. On a la chance aussi d'avoir des référentiels qui nous permettent cette liberté d'action, d'organisation, de mobiliser autour de projets, et avec aussi les séances pluridisciplinaires qu'on a voilà, depuis le début. Et c'est vrai que l'ouverture du magasin de producteurs qui s'est faite en janvier, donc tout récemment, c'était pas prévu par exemple, mais voilà, j'ai sauté sur l'occasion en me disant
je travaillais avec la directrice de l'atelier et on dit faut préparer. Enfin bon, j'avais cette mission-là déjà l'année passée. On me dit on va faire des inaugurations. Faut que on a une première inauguration pour les personnalités extérieures, les élus, et puis on fera une autre inauguration en interne où on banalise la demi-journée et tous les collègues, les personnels de l'établissement sont conviés. Ok. Et puis moi j'ai donc des élèves en seconde GT, l'option EATDD, écologie, agronomie, territoire et développement durable. Et il se trouve dans les consignes qu'on a, c'est d'étudier, je simplifie, mais d'étudier un territoire sous l'angle du développement durable. Et je me dis, là, faut pas et on étudie le territoire du lycée pour des questions de facilité par rapport au transport, etc. Donc je dis là, on était parti sur autre chose, et puis là je dis non, mais je vais mettre mes secondes sur le projet. Et puis ils ont brillamment, on les a préparés, on a été visiter l'atelier, le magasin. Mathilde Marié, la directrice, nous a expliqué les valeurs que portait l'atelier parce qu'il a été rénové, agrandi, avec un travail sur l'aspect nutritionnel des produits. Moins de sucre, par exemple, plus de vitamines, des fruits, des légumes. On est sur un atelier fruits et légumes, je ne vais pas spécifier. Et donc, on est parti là-dessus à préparer nos élèves sur les inaugurations. Et donc, visite. Ils ont fait des posters. C'était aussi les 20 ans de l'atelier. Donc, un poster sur l'histoire, un poster sur les missions de l'atelier et un poster sur les valeurs des produits que porte l'atelier. Et donc, ces élèves-là, ils étaient une dizaine. Ça facilite aussi le travail sur la pédagogie de projet. Et ils ont fait les visites, ils ont reçu une centaine de personnes, dont la vice-présidente de la région qui les a félicités par rapport à la qualité de leurs prestations. Et puis, la deuxième animation qui a été faite pour le personnel, on a repris ça, on a capitalisé ces visites-là, plus ils ont fait une animation dégustation à l'aveugle des produits. Et là, ils étaient vraiment dans l'animation, le jeu avec les personnels, et c'était marrant de voir les élèves debout avec leurs produits et nos collègues assis en train de goûter, en train de demander ce que c'est, deviner. Et voilà, la posture était complètement différente en fait. Et pour moi, c'est quand même ça l'innovation dans l'enseignement agricole. Et en partie pédagogique, didactique peut-être ? Oui, aussi. Oui. Après, c'est un travail... En plus, quand on commence, donc ça c'était l'année passée, et cette année, en plus c'était pluridisciplinaire, fait avec la collègue d'ESC, d'éducation socioculturelle, d'histoire géo. Chacun avait son rôle et a apporté ses compétences complémentaires et dans la coopération en fait. Et c'est vrai que cette année, fort de cette expérience-là, on est reparti sur ce projet autour du magasin de producteurs, de l'atelier avec la nouvelle promo, l'ancienne promo, avec 4 classes, mais ça j'en parle pour la deuxième question. D'accord, donc tu vas passer le micro à Claire. Alors Claire, innovation, ça te parle toi ? Alors moi, j'avoue que je suis pas à l'aise avec ce terme d'innovation. C'est pas quelque chose que je maîtrise bien. Et surtout, ce que je disais à Christian quand on a préparé l'atelier, en fait, je me disais que mon tiers-temps, l'agroforesterie ou planter des haies, ça avait rien d'innovant en fait. Au contraire, en gros, on refait juste ce qu'on a défait, quoi. Voilà. Donc pour moi, cette question d'innovation, elle n'était pas du tout dans le sujet de l'agroforesterie ou des haies. En revanche, donc Christian qui vous a interrogé, il m'a fait creuser cette question-là. En fait, moi, l'innovation, c'est effectivement ma posture qui a changé. En fait, j'ai changé avant d'arriver à Sibins. J'enseignais de manière très c'est ce que vous avez présenté, le triangle, très transmissif, quoi, enseigner, voilà. Mais et du coup, avec l'équipe, en fait, moi j'ai la chance de travailler à Sibins en équipe, donc notamment avec Brigitte Besson qui nous accompagne, et en fait, elle accompagne pas uniquement sa collègue d'agronomie, elle accompagne toute l'équipe. On fait ce qu'on appelle des analyses de pratiques pédagogiques, et en fait, le fait de confronter une séance au regard de collègues d'anglais, d'ESC, de techniques d'animalerie, il faut leur expliquer ce qu'on a fait, où est-ce qu'on voulait aller, et finalement l'écart entre ce qu'on a fait et où là on est arrivé. Et du coup, en fait, on fait un travail réflexif et on le fait quasiment toute l'année.
En fait, chaque collègue peut présenter une séance. Et ça, en fait, pour moi, c'était vraiment innovant d'arriver dans un établissement où on partage, on échange. Et c'est un regard bienveillant de, oui, tu pensais être sur une démarche constructiviste. Non, en fait, tu es à mi-chemin, tu n'y es pas encore. Mais au moins, je pense que ça nous fait progresser dans la manière, d'un point de vue pédagogique, comment on peut travailler et surtout amener les élèves sur comme vous avez dit précédemment, sur ces pensées critiques, les outils qu'ils peuvent mobiliser dans différents contextes. Et en fait, nous, pour refaire le lien avec mon sujet de tiers-temps, en fait, l'agroforesterie et l'arbre, en fait, c'est devenu un outil pour un certain nombre de collègues et de matières, un outil un peu transversal. Donc, du coup, par exemple, là, ça fait 2 ans qu'avec ma collègue de français, histoire, géo, on travaille des projets artistiques en lien avec l'arbre. Et en fait, on l'a étendu à la question plutôt de la nature. Et par exemple, là, ça fait 2 ans qu'on travaille avec un collectif d'artistes. Donc, il y a une plasticienne cette année qui vient travailler avec nous, une metteuse en scène et une réalisatrice de films. Et en fait, on part de la question de l'arbre et on fait travailler, on fait enquêter les jeunes auprès de la DEA, auprès c'était des BTS qui allaient s'installer. Voilà, quel était leur point de vue sur la nature. Et surtout, alors moi, je vous dirais que lundi dernier, on a fait du land art avec les jeunes, avec une artiste plasticienne. Autant vous dire que je n'étais pas forcément à l'aise. Et du coup, c'était aussi intéressant de changer et surtout, en fait, de laisser la main à quelqu'un d'autre. Du coup, c'est un expert qui vient. Ça peut être plasticienne, mais ça peut aussi être un expert du territoire qui vient et qui échange avec les apprenants. Julia, toi... fraîchement sortie d'école, j'allais dire, cette notion d'innovation, tu arrives avec quel bagage? Est-ce que dans le projet sur lequel tu es, ça fait partie de ton quotidien ou c'est loin? Mon bagage, celui que je portais dans le train tout à l'heure, on en a parlé en fait, de ce que c'est que ce terme d'innovation. Et peut-être du sens qu'on lui donnait par rapport à d'autres termes qui sont associés, enfin la notion de progrès qui serait plus tournée vers l'avenir. Moi, j'utiliserais plus dans ce que j'étudie, dans ce sur quoi je travaille maintenant, la notion peut-être d'évolution des pratiques. Dans le maraîchage, avec la fertilisation à l'herbe, on ne cherche pas à forcément faire mieux qu'avant. C'est quelque chose qui peut-être peut être reproché de prime abord au projet, c'est de vouloir se passer donc du fumier issu de l'élevage. Alors c'est pas du tout une critique de l'élevage, ce maraîchage tout herbe, c'est trouver une solution à une ressource qui vient à manquer, et donc c'est plus une adaptation des pratiques. Et j'ai été emmenée pendant les études d'agro, on fait pas mal de sociaux, on fait des entretiens avec des agriculteurs, et j'en ai fait sur les débuts de mon poste pour récolter des pratiques, et j'aime bien quand même demander le lien que les agriculteurs ont avec les travaux de recherche. Parce que c'est sur ce sur quoi on se base les agronomes un petit peu pour évaluer des pratiques. Et en fait, les agriculteurs, il me semblait que c'était eux les mieux placés peut-être pour évaluer des pratiques et voir s'ils les appliquent sur les exploitations ou pas. Et en fait, ce lien de la recherche avec l'agriculture sur le terrain était pas fait. Enfin, aucun agriculteur ne lit des travaux de recherche, je veux dire des papiers scientifiques. Et peut-être ce qu'il y a d'innovant dans ce projet, que je vois et qui est du moins pas très courant, c'est qu'il y a des partenaires du monde professionnel, des agriculteurs, des maraîchers, qui travaillent avec des universités et des universitaires, et peut-être ce mélange, tout ça avec le monde pédagogique. Je pense que peut-être ça peut recréer des liens là où ils peuvent être un petit peu distendus. En termes d'innovation pédagogique, donc, comme je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, moi j'ai pas d'expérience
avec des classes. Et donc, c'est en train de se construire tout ça. Et bon, moi, je compte apprendre de mes collègues aussi parce que les professeurs sont peut-être les mieux placés pour l'instant pour m'apprendre la pédagogie. Et voilà ce que je peux dire. Justement, ça fait une transition sur la deuxième question qui est celle du travail individuel et aussi du travail en collectif. Tu nous parles d'agriculteurs dans ton projet, de gens que tu vas interviewer. Est-ce que ça fait un moment un peu collectif ? Est-ce que ce collectif-là, il est aidant pour toi dans ta mission ? Et puis j'ai envie de rajouter une petite dernière question parce que j'ai Patrice qui trotte dans ma tête là. Est-ce que le travail avec, j'allais dire, l'herbe ou l'élevage de l'herbe, j'allais dire, la culture de l'herbe, est-ce que ça fait partie aussi, l'herbe, des acteurs avec lesquels tu as l'impression de travailler ou est-ce que ça va jusque-là ? Alors, pour reprendre la première question, le travail en collectif, c'est l'enjeu un petit peu des projets de partenariat, c'est de faire le lien. Je suis la position où je vais faire le lien entre les partenaires scientifiques, ceux du monde professionnel, les partenaires pédagogiques, donc des 3 volets du projet. Et je pense que ça va se construire. C'est un début de projet où l'enjeu, c'est justement de travailler sur ce lien qui de prime abord, n'est pas fait, forcément. Et en t'écoutant, je me dis, est-ce qu'il y a une intimité qui se crée ? Moi, je travaille avec une philosophe qui parle d'intimité collective, qui se crée entre ces gens-là pour justement mieux apprendre les uns les autres, les uns des autres, mais aussi, puisqu'il y a des jeunes, des apprenants, mieux leur faire apprendre. Est-ce que c'est en train de se créer ? Est-ce que cette intimité, ce qui pourrait être de l'intimité collective, tu as l'impression que c'est en train de se créer ou on n'en est pas encore là ? En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est déjà sur le territoire de la Manche, des maraîchers qui organisent des groupements autour de cette pratique de maraîchage, mais aussi autour de l'autoconstruction. Et il y a quand même je dirais pas un mouvement social, mais peut-être il y a du social dans ce projet et c'est un projet qui rassemble parce que c'est quand même un projet qui parle, je pense, du moins chez les maraîchers, cette question de la fertilisation et qui trouvera sa légitimité plus facilement, je pense, grâce à ce lien social déjà dans le monde agricole vers le pédagogique. Christelle, cette connexion entre travail individuel, travail collectif, et qui peut être producteur de transformation, toi, tu l'apprécies comment ? Il est là dans ton projet ? C'est en construction ou... Ouais. Entre travail individuel et collectif, moi, j'allais dire c'est assez naturel. Je réfléchis quand même, mais... comment dire, les ponts se font un petit peu tout seuls parce que c'est vrai que j'ai la chance, contrairement à toi, Julia, c'est d'être dans l'enseignement aussi, donc de connaître les référentiels, de connaître les filières et d'être peut-être plus proche des collègues parce que on partage un peu les mêmes galères aussi, mais les réussites aussi. Et ce qui fait qu'en fait, souvent, ça démarre avec un petit noyau, des idées, et je fais des liens entre ces idées en disant mais là, je peux mettre cette classe autour du projet parce que ils ont ce module-là. Là, il y a peut-être la chef de projet qui est arrivée, Zoé Benamou, cette année, qui travaille aussi sur l'alimentation, qui peut peut-être m'aider. On va faire le point. Par exemple, de fil en aiguille, pour reprendre l'exemple de notre atelier et de notre magasin de producteurs, notre ancienne directrice, avant de partir, elle a répondu à un appel à projet comme ça. Il y avait première édition du festival alimentaire de la métropole de Lyon.
Elle me dit, il faut qu'on crée un événement avec votre mission, avec ce qu'on a maintenant comme outil en place sur le structure sur le lycée. Il faut faire connaître notre magasin de producteurs. OK, banco, on part. Et je me réunis, pareil, je commence en fait toujours à travailler avec un petit noyau. Et ce noyau, il grossit au fur et à mesure et on fait des réunions avec de plus en plus de monde autour de la table et on se rend compte que chacun en tire, un intérêt. C'est un support pédagogique. Pour les producteurs, c'est plus de visibilité pour leur magasin. C'est ouvrir le lycée et puis peut-être favoriser des recrutements, etc. Donc on a participé à ce festival qui s'appelait le Miam Festival et en même temps le festival alimentaire. Donc on a organisé un after-work au magasin de producteurs. C'était jeudi dernier. Et on a ensuite organisé un ciné-débat dans notre amphi. Et tout ça autour la thématique, c'était réchauffement climatique, agriculture et alimentation, un lycée agricole au cœur du défi. Voilà. Tu nous dis que les connexions, elles se font entre l'individuel et le collectif quand, un peu dans ta personne, il y a du détecteur de talent, du recruteur, de l'entraîneur pour que la mayonnaise prenne et du service communication pour rendre tout ça visible. Oui, et on a eu la chance aussi cette année d'avoir un chargé de communication embauché à 70%. Avec lequel, effectivement, on a travaillé de pair, qui connaît très bien les réseaux sociaux, le fonctionnement. Du coup, ça a entraîné pas mal de monde. Ça touche les élèves, les parents d'élèves, etc. Et donc, pour dire qu'au final, on a réuni 4 classes sur le projet. On a réuni tous les producteurs du magasin Les Fermes de Paillot, la direction, bien sûr, avec la directrice de l'atelier, mais aussi la chef de projet, j'en oublie, la métropole de Lyon, et puis des élus. On a demandé, par exemple, on a fait une table ronde un petit peu aussi après, le premier adjoint de la mairie qui est venu, des producteurs du magasin, mais aussi une présidente du NAMAP bio, etc. Voilà, donc l'idée, c'est faire venir aussi des gens du territoire pour découvrir notre lycée, pour parler des thématiques qui nous intéressent et qui concernent les transitions, toujours. Et puis, bien sûr, les élèves qui sont au cœur aussi de ce projet. Nous, en EATDD, on s'est dit, c'était le collègue d'Histoire Géo qui m'a dit, non, mais l'année prochaine, il faut qu'on travaille sur le magasin. Il y a des producteurs là qui sont sur le territoire, puisqu'on fait de l'alimentation, production locale. Il faut qu'on aille les visiter eux en premier. On ne va pas chercher. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai dit, attends, il y a le festival là, est-ce que tu ne veux pas travailler ? Et lui avait une classe aussi de laboratoire contrôle qualité, Bac Pro, avec réforme des référentiels. Et il me dit, j'ai un module où justement, il faut les évaluer sur l'année autour de projets collectifs. Banco, c'est eux qui ont animé le ciné-débat. Claire, tu nous as dit, dans l'organisation, je ne suis pas seul chef d'orchestre, je ne suis pas seul pilote, en fait. Je m'appuie sur des gens pour créer aussi davantage de collectifs un peu. Oui, alors parce qu'en fait, nous, on a de la chance d'avoir un réseau qui fonctionne sur les questions de l'AE. Et en fait, Mission E avait besoin d'un relais en fait, dans le territoire. Et en fait, on a pleinement joué ce rôle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu mobiliser des groupes 30 000 de différents techniciens, animateurs donc, de groupes 30 000 de notre territoire. Et on les a invités l'année dernière, par exemple, à créer un atelier de co-construction entre techniciens. Alors, il y avait des agriculteurs, il y avait des techniciens de différentes coopératives, il y avait aussi Fédération de chasse, il y avait la LPO et il y avait surtout les BTS Axe. Et en fait, on a vu que, alors il y avait quand même 6 éleveurs, la plupart c'était des éleveurs, qui sont déplacés, qui sont venus passer 5 heures de leur temps avec nous pour construire les projets agroforestiers de Sibens. En fait, ils ont vu ce temps d'échange, de collaboration, comme en gros un moment de partage. Et en fait, moi, c'était vraiment inspirant parce que les plus anciens, et notamment il y en a un agriculteur qui arrive en retard en disant, en témoignant, oui, mais je suis là parce que en fait, c'est ma technicienne de PSE qui m'a fortement demandé de venir, ou voilà, c'était un peu sous une forme d'injonction. Et en fait, finalement,
C'est lui qui était le plus positif, qui a démontré aux jeunes que en fait, planter des arbres, lui, il avait 60 ans et il ne le faisait pas pour lui, il le faisait pour les générations, pour ses enfants en l'occurrence. Mais bon, en fait, voilà, c'est qu'en fait, il avait une posture en arrivant, renfrogné, mais en fait, non, il était convaincu. Et du coup, je pense que moi, en tant qu'enseignante, j'ai pas d'exploitation, donc en fait, je suis pas forcément la plus, je suis pas un modèle. Et aller chercher des modèles, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'histoire de la mécanisation dans les exploitations, et c'est aussi l'histoire de l'enquête. Si en fait les apprenants sont confrontés à différents modèles et qu'ils échangent avec leurs pairs, et ben en fait nous, déjà on n'a rien à faire, donc c'est hyper confortable. Ça c'est ce que tu crois. Ouais, on n'a rien à faire le jour J. Il faut faire avant parce qu'il faut trouver les bonnes personnes. Ça c'est les personnes ressources à trouver, c'est pas forcément évident. Il faut outiller les élèves avec quelles questions, quels sont les critères que les professionnels immobilisent, etc. Et une fois qu'on les a outillés, c'est les professionnels qui échangent, qui exposent leur point de vue. Et en fait, après, c'est ce que vous exposiez tout à l'heure, en fait, on a des points de vue, donc des hypothèses. Et moi, l'année dernière, il y a un monsieur qui est venu, 55 ans, double actif. Il travaille une semaine sur l'autoroute, une semaine sur son exploitation. Et en fait, il est venu dire, moi, je ne plante pas d'arbres, parce qu'à 55 ans, ça ne sert à rien, je n'ai pas le temps de l'entretenir. Mais il a exposé le pourquoi du comment il ne plantait pas. Mais il a quand même fait la démarche de venir en me disant, vous êtes mes voisins, vous allez planter, ça m'intéresse, ça me questionne. Et du coup, pour moi, c'était gagné en fait. Parce que les jeunes ont accès à ces différents points de vue et après, ils partent avec... certes, il y en a qui ne vont pas planter, peut-être qu'il y en a qui vont planter. Et en fait, ce qui me fait rire chaque année, c'est qu'il m'appelle Madame E. Bon, certes, voilà. Et en fait, il y a des moments où on sent qu'effectivement, quand on est en classe, quand on est dans l'enseigner, moi j'ai des gamins qui dorment sur leur table. Et en fait, je l'ai fait planter au mois de janvier, dans la neige, sous la pluie, etc. Et encore lundi, on est en train de pailler avec les secondes. Et je pense qu'il y en a certaines qui m'en ont voulu. Mais dans 3 ans, ils vont venir me voir en me disant « Ah ouais, on avait planté ». Et en fait, ça marque les esprits. Tu nous dis aussi que l'enseignement agricole a un rôle particulier entre différents acteurs, les jeunes et les acteurs, un rôle un peu intermédiaire. C'est Jean-François Métral de Dijon, là, de l'unité FOAP, qui met l'accent sur ce rôle d'acteur intermédiaire. Mais il n'y a pas que toi. Il y a aussi les jeunes. Tu parles beaucoup des jeunes qui sont très engagés dans cette médiation, dans cette circulation. Oui, alors nous, on s'est rendu compte que en fait, la question de l'arbre, et notamment de la façon dont c'était animé sur le territoire, il y avait des tensions. Et en fait, nous, on s'est dit avec l'équipe, que ce soit donc notre DEA, le directeur de l'établissement, on s'est dit, nous, à Sivins, on se positionne comme un tiers-lieu où on vient échanger sur la question de l'arbre, pour, le contre, et le comment on fait. On est en train de se poser la question de comment on le gère, parce que les agriculteurs nous ont aussi interpellés là-dessus. Et en fait, nous, en plus, en tant qu'enseignants, on apprend, et en fait, on apprend avec les jeunes, parce que ce qui est intéressant, c'est surtout, alors nous, c'est la gestion là, qui nous pose question, c'est, on a des jeunes qui viennent de Savoie, Haute-Savoie, et donc des petites parcelles, et voilà, qui témoignent, eux, qui ont des petites parcelles boisées, et qui les entretiennent. Et donc, ils me disent, moi, je ne vais jamais planter d'arbres, madame, dans mes parcelles, je ne fais que les entretenir. Bon, très bien, du coup, vous êtes dans cette question-là. Comment vous faites ? On est allé voir d'autres prestataires de services qui travaillent avec un lycée d'à côté, les Sardières, qui, eux, mettent en place des plans de gestion, collectifs, etc. Donc, finalement, les réflexions des apprenants, qui sont des fois pas forcément, qui ne vont pas dans notre sens, en tout cas, mais elles nous font aussi réagir et on adapte en fonction de leurs besoins, en fait. Parce qu'on voit, certains, ils ne sont pas dans la plantation, ils sont déjà sur l'après. Pour ne pas trop déborder, peut-être donner la parole à Julia pour la dernière question. C'est à la lueur de ton projet, est-ce que les transitions qui s'engagent, elles sont automatiquement transformatrices ? Est-ce qu'elles vont vraiment changer non seulement les pratiques, mais aussi peut-être la pensée des pratiques ?
C'est un projet qui s'ancre dans un milieu quand même déjà assez engagé pour les transitions. Les maraîchers impliqués dans le projet, c'est souvent des gens qui ont choisi de sortir d'un milieu dont ils sont issus pour se dédier à la production alimentaire durable. Si la pratique du maraîchage toute herbe peut changer la discipline du maraîchage, en tout cas c'est un projet qui va aider l'adoption de la pratique qui pour l'instant est un défi technique. Maintenant, les états d'esprit, ça va se jouer sur le possible transfert de cette pratique à d'autres échelles de production. C'est un point sur lequel on réfléchit pas mal, la possibilité de fertiliser avec de l'herbe des cultures légumières de plein champ sur plusieurs hectares. C'est quand même un sujet qui n'est pas à son point zéro. Il y a des maraîchers en Allemagne qui ont inventé une machine qui permet de planter sur du mulch d'herbe, et donc la mécanisation, c'est quand même ce qui permet de passer à une autre échelle parfois, et donc ici ça va dépendre des possibilités, des solutions qu'on va trouver sur le fait de passer à une autre échelle. Mais donc, c'est quand même difficile de pouvoir dire l'impact que ça va avoir, parce que ça dépend pas que des personnes de terrain. Voilà. Merci. Christelle, est-ce que les transitions là, dans lesquelles tu es engagée avec ce projet-là, est-ce qu'elles vont vraiment transformer les pratiques et puis peut-être le monde ? Je n'irai pas jusqu'au monde, mais peut-être j'aimerais bien qu'elle transforme. Pour moi, la réponse à la question est plutôt oui. J'ai essayé de réfléchir dans le non, j'arrive pas à trouver en fait, parce que la transition, c'est un passage d'un état à un autre, alors brutal ou pas, mais et après c'est vers quelle durabilité on va, faible ou forte, parce que par exemple, si on reprend le travail sur la loi Egalim et dans notre self. J'ai un peu regardé ce qu'on achetait en approvisionnement, puisque la loi Egalim, il y a un volet sur les produits de qualité et durables. Et l'objectif, c'est d'avoir 50% de produits de qualité et durables, dont 20% de bio. Et, je ne vous donne pas les chiffres, mais on en est très loin. Donc il y a une marge de travail, il y a une transformation à faire. Et en fait, les produits que l'on retrouve labellisés, finalement, pas grand-chose en bio, mais HVE. Haute valeur environnementale. Là, on n'est pas forcément dans une durabilité forte pour moi. Donc, pour moi, il faudrait augmenter, peut-être, quitte à pas forcément de logo. J'ai eu la chance de faire la formation à Florac sur l'alimentation saine et durable, et on nous a expliqué un petit peu en détail la loi Egalim et sur quoi on pouvait s'appuyer aussi pour détourner en quelque sorte et se dire je vais acheter chez le producteur du coin qui fait des yaourts, pas forcément bio, mais voilà, qui s'en approche. À nous de le prouver, mais on a le droit, voilà, enfin, c'est ce que j'ai compris. Et là, je me dis, là, il faut embarquer un petit peu tout le monde, mais repenser aussi plus globalement avec notre proviseur qui est nouveau, qui est arrivé, avec Zoé Benamou, la chef de projet, etc. On essaye d'embarquer l'équipe cuisine, le gestionnaire, l'économate, enfin, pour que tout le monde puisse aller vers cette durabilité forte. Et là, ça nécessite, on s'est rendu compte, des changements très forts. Enfin, l'organisation du self, elle ne doit pas être la même. Si on veut, par exemple, passer à l'assiette unique, si on veut gaspiller moins. Là, grâce à mon tiers-temps, j'ai pu investir dans une balance pour peser les restes alimentaires, parce que c'est quelque chose qu'on nous demande aussi dans la loi Egalim. Mais ça veut dire repenser aussi le menu végétarien pour qu'il soit apprécié, j'allais dire, parce que là, on n'est pas forcément encore dans la qualité ou dans des choses très innovantes, si on reprend ce terme-là, mais voilà, il y a peut-être des menus végétariens qui sont plus appétissants que d'autres.
Donc retravailler ça, peut-être faire de la formation avec l'équipe cuisine, etc. J'ai organisé une fresque agri-alim pour les sensibiliser tous à d'où viennent les aliments, pourquoi il y en a qui sont plus chers que d'autres, la qualité, le local, pourquoi, etc., avec tous les enjeux autour du développement durable. Mais l'équipe, elle est instable, il y a un départ à la retraite, il y a des mi-temps thérapeutiques. Là, on va profiter peut-être de cette occasion justement pour vraiment tout transformer et faire en sorte qu'on rentre un petit peu dans les clous par rapport à la loi Egalim aussi. Embarquer des gens vers une soutenabilité forte, c'est pas simple, ça va pas de soi. À Sibins, on en est où de ces transitions qui deviennent ou pas transformatrices ? Du coup, en fait, le projet de Tiertin est arrivé avec le changement de notre DEA et en fait, et aussi la conversion en agriculture biologique de l'exploitation. Et en fait, on s'est rendu compte que, alors l'arbre, c'était juste un des leviers et en fait, il fallait qu'on travaille avec l'ensemble des enseignants, de la communauté de Sibins, mais aussi avec notre territoire. Et en fait, nous, on s'est rendu compte qu'on avait perdu un petit peu notre identité dans le territoire. Et en fait, pour que ces transformations elles soient durables, il faut en fait qu'on reconquiert en fait notre territoire et en fait la communauté, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour que en fait, par exemple, nous, le choix de la conversion en bio, elle soit enfin validée, acceptée par le territoire. Nous, on en est là, en fait. Donc c'est pour ça qu'avec le Tiertin, en fait, le Tiertin, pour nous, c'est aussi une occasion de rencontrer à nouveau les agriculteurs, de rencontrer les élus, de travailler pas pour, mais avec les différents acteurs et se mettre autour d'une table. Et voilà. Et c'est comme ça qu'effectivement, ce projet de durabilité d'exploitation, il sera fort et surtout il sera pérenne parce qu'il suffit que notre DEA s'en aille, notre salarié s'en va, mais est-ce que du coup tous ces travaux, tous ces projets vont tomber à l'eau? On n'espère pas, quoi. Parce que, par exemple, je conclus, la haie, c'est bien beau de planter, mais bon, après, moi, j'ai un agriculteur, il m'a dit, il faudra pas vous planter, quoi, sur vos haies. Bon. Mais en gros, il faudra que vous soyez un modèle. Et en fait, ils nous attendent là. Merci. Je pense que vous pouvez les remercier pour ces échanges. Quelques questions ? Justement, pour reprendre ce que nous disaient Emmanuel et Patrice tout à l'heure, vous sauriez nous dire finalement dans vos projets à quoi vous avez renoncé dans des pratiques, des partenaires, des marchés, des je sais pas quoi. Alors là, renoncer, je suis assez persévérante, j'ai du mal des fois à renoncer. Le festival, on a failli pas le faire parce qu'il y a eu les inondations. Donc c'était prévu le 17 octobre. Et je me suis dit, c'est foutu, on arrête tout. La DRAF nous a appelés, les élèves rentrent chez eux, on annule tout. Okay. Bon, je dis au proviseur, on fait quoi et on a reporté au 28 novembre. Mais j'ai pas renoncé. Après, renoncer dans le sens où il y a des partenaires qui devaient venir qui sont pas venus. On a essayé de les faire venir. On s'est dit, tant pis, on va trouver d'autres personnes. Mais après, j'ai pas d'idée en tête comme quoi j'ai renoncé à quelque chose. Moi, je pense que c'est pas encore le moment de renoncer. On est plutôt dans une phase d'expansion du projet que vraiment de faire des choix pour l'instant. Donc, je te laisse la parole. Alors, moi, j'ai pas renoncé. Par contre, j'ai appris à dire non à certaines sollicitations pour pas que le projet Tiertin devienne un peu le fourre-tout et que je sois pas en mesure de répondre pleinement aux objectifs du Tiertin et des sollicitations des collègues, en fait. C'est un gros travail sur moi-même, c'est effectivement de dire non, parce qu'en fait le Tiertin, on peut pas être au centre, on est au centre, mais on peut pas répondre à tout, quoi. Sinon on est plus performant, à mon avis. Autre question ? Cédric. Merci pour votre présentation. Une question pour Claire à Sibins-sur-Lay. Tout à l'heure, tu évoquais que tous les élèves n'étaient pas au même stade.
chez eux ou dans leur projet de plantation. Tu as cité l'exemple de la Haute-Savoie, où les élèves disent moi j'ai du linéaire ou du parcellaire déjà en place, je me cantonne à des opérations d'entretien. La Haute-Savoie, les zones de montagne sont aujourd'hui au premier front d'un point de vue végétal sur le changement climatique. Comment vous abordez avec eux le dépérissement, le changement, l'adaptation des essences ? Alors, du coup, là, justement, Claire Durox nous a transmis un lien là, sur une petite commune en viticulture où ils implantent des arbres en Savoie. Et donc moi, en fait, je vais m'en servir justement de ces ressources pour leur montrer que déjà, en fonction des systèmes, nous, on est en polyculture élevage de plaine avec des sols à haut potentiel. Donc forcément, en fait, on est un peu privilégié. Mais l'idée, c'est que quand on les fait, quand on les outille, on leur montre en fait qu'il y a différents systèmes. En fait, on ne peut pas se contenter de leur dire, ouais, à Sibins, on fait ça. Parce que de toute manière, ils arrivent avec leur certitude en disant, mais moi, je ne suis pas dans ces systèmes-là, j'ai d'autres problématiques. Et en fait, même les agriculteurs nous disaient, mais en fait, nous, il y a certains, alors je reprends ce que tu disais, certains agriculteurs lisent les documents techniques et scientifiques, il y en a certains, et en fait, ils me disent, moi, les résultats que j'ai vus, ça ne correspond pas à mes problématiques de territoire. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils sont venus aussi nous chercher et qu'ils sont là, en fait, qu'ils sont présents, qu'ils donnent du temps, parce qu'en fait, ils ont besoin qu'on crée ensemble, qu'on aille créer ces bases de données. Et donc, alors Savoie, Haute-Savoie, voilà, moi le moyen, le levier, je me disais, c'est mobiliser ces témoignages, aller chercher les techniciens de Mission E qui ont accompagné ces projets de plantation en Haute-Savoie pour leur montrer que, vous voyez, là, voilà, il y a de l'érosion, il y a effectivement un changement climatique, donc c'est comme ça qu'on pourra partiellement y répondre. Régis Triolet. Donc c'est la continuité de ce qui vient d'être abordé là, au niveau de la palette végétale. Quel est le lien, parce qu'on m'interpelle au niveau de la fac agroforesterie, au réseau France, sur le lien au végétal local. Alors, du coup, je vais faire le lien avec Clémence Fonty. Alors, moi, le tiers-temps, c'était aussi l'occasion de faire des liens avec donc Clémence qui travaille à Dardilly, qui, elle, a aussi un tiers-temps sur le végétal local. Et en fait, depuis 3 ans, avec France Nature Environnement, on avait commencé à travailler sur le végétal local. Donc, en fait, depuis la première plantation, on implante dans Noé du végétal local. Et en fait, on fait travailler nos élèves sur qu'est-ce que c'est que le végétal local. Et on les fait collecter des graines. Et on va à Dardilly pour faire du dépulpage, où on travaille aussi avec donc l'association locale Prenons Racines, qu'ils collectent et ils vont mettre en pépinière. Donc en fait, nous, on sensibilise nos élèves à cette question de végétal local. Alors, nous, vu qu'on n'est pas aménagement paysager, on n'a pas de structure, en fait, on travaille avec Dardilly. C'est la chance qu'on a. Déjà, on n'est pas loin, et en fait, on peut, nous, on plante, eux, ils produisent. Donc on fait des liens comme ça. Et du coup, voilà, Clémence, elle anime, c'est elle qui était notre interlocutrice à Dardilly pour sensibiliser les élèves de seconde sur le végétal local. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait qu'on ne l'a pas encore fait, mais le faire avec les BTS Axe notamment, qui peuvent être concernés par la plantation. Sur le végétal local, on a construit une ressource à la bergerie, enseigner les transitions avec le végétal local, avec différents porteurs de projets. Donc, il y a des outils pour aborder ça avec des jeunes. Est-ce qu'il y a une autre question qui émerge ? Sinon, moi, j'en ai une petite qui traîne là. Tout à l'heure, Emmanuel, il parlait de l'obsession du projet. Quand il dit ça, dans l'enseignement agricole en plus, la culture de projet, la pédagogie de projet dans l'enseignement agricole, quand Emmanuel il vous dit il y a une obsession du projet qui l'oppose un peu à l'enquête, ça vous interpelle, ça vous heurte, vous n'avez pas entendu. Est-ce que cette idée d'obsession du projet, c'est quelque chose qui... Tout à l'heure, on parlait de renoncement. Je fais le lien. Est-ce qu'il ne faudrait pas renoncer à l'obsession du projet dans l'enseignement agricole ? Du coup, moi, il y a des années où je n'ai pas mis en enquête les jeunes auprès d'agriculteurs, et donc je les ai fait planter. Et puis, en fait, c'est pas là où ça prend le mieux, en fait. Voilà, du coup... donc, en fait, la mise en enquête, elle est fondamentale, en fait. Ça doit être... moi, c'est du coup la réflexion que je me suis fait. Ça doit être le cœur de la pédagogie. En fait, le projet planté, c'est juste...
c'est une part, ouais, c'est un prétexte, quoi. C'est vraiment une part. Parce qu'en fait, quand on n'a pas fait tous ces outillages, toute cette mise en enquête, la confrontation avec des pairs ou avec des futurs agriculteurs, ça prend pas. Voilà. Il y a une autre fiche sur pollen, sur justement le retour de l'arbre en agriculture qui raconte cette histoire-là, en fait. Comment la commande s'était plantée, et si on ne met pas l'ingrédient magique de l'enquête, outillé et tout ça, eh ben les arbres, ils ne poussent pas. Enfin, il n'y a pas que les arbres qui ne poussent pas. La réflexion, elle ne pousse pas chez les jeunes, en fait. Et l'histoire du collectif, voilà, oui, il faut que le collectif il soit bien ancré et qui fonctionne. Voilà, la première année, on avait embarqué une collègue, elle était dans le projet, quoi. Voilà, elle était là, mais elle a subi. Hein. J'ai une petite question pour vous trois, en fait, sur comment vous avez réussi à impliquer plutôt les partenaires techniques, comme les chambres d'agri. Je sais, Claire, tu disais que ça marchait bien. En tout cas, vous aviez un partenariat avec eux. Et quelles étaient les difficultés comment vous avez réussi à monter ces types de partenariats? Le festival alimentaire, c'est un peu la Chambre d'agriculture qui nous a envoyé le mail en disant vous êtes dans la transformation alimentaire, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Parce qu'ils font partie du conseil d'atelier. Ils sont présents à titre de partenaires comme d'autres. Après, partenaires techniques, nous, on a aussi le CRBA, j'entendais que vous en parliez à un moment donné, c'est le Conservatoire régional de botanique appliquée, qui travaille autour de des semences et de l'adaptation climatique. Donc ils ont une banque de semences et ils font des recherches. Ils sont juste à côté de chez nous, à Charly. Enfin, voilà. Ils nous ont sollicité pour, par exemple, travailler sur les valeurs nutritionnelles, parce que nous, on a un côté laboratoire avec nos BTS Anabiotech pour évaluer les valeurs nutritionnelles de ces semences qui peuvent venir des quatre coins du monde ou des semences anciennes, et aussi comment elles s'adaptent à la transformation alimentaire. Donc il y a des essais à faire en lien avec notre atelier de transformation. Donc sur le côté technique, effectivement, on travaille avec le CRBA, la Chambre d'agriculture aussi, mais un peu moins, par exemple. Nous, les partenaires techniques, donc il y a l'ITAB, il y a le réseau MSV et il y a Bio en Normandie. Ils étaient sur l'année 2024, qui était l'année préparatoire du projet, prestataires, donc qui venaient accomplir une action spécifique. Ça a été surtout créer le réseau autour du maraîchage toute herbe et impliquer des maraîchers. Et là, pour la suite du projet, il y en a certains parmi nos prestataires de la première année 2024 qui passent en tant que partenaires, donc avec un engagement plus important. Et moi, j'ai le sentiment que ce qui encourage à donner de l'implication dans le projet, c'est de voir où ça va et l'utilité que ça va avoir d'abord dans le monde professionnel, pour les partenaires techniques. Alors, bien sûr, pour eux, c'est un plus, le côté pédagogique. J'ai pas eu le sentiment que ce soit une priorité pour eux, mais donc voilà, c'est par ce volet technique de terrain que je pense qu'ils ont été surtout impliqués dans le projet dans un premier temps. Juste, moi, je vais conclure rapidement. Nous, en fait, c'est l'expert technique de notre territoire qui, en fait, a une vraie volonté de faire travailler les jeunes sur cette question de l'arbre. Et en fait, c'est lui qui a un réseau très important et en fait, qui grâce à son réseau, invite par notre intermédiaire un certain nombre de techniciens, de structures de différents horizons. Et en fait, on va dire qu'on a la chance d'avoir cet expert technique qui veut mettre nos apprenants au cœur de ces enjeux, de ces questions. Sachant que nous, en fait, je me suis rendu compte que la question de l'arbre, sur le territoire, d'un point de vue pilotage et surtout dès qu'il y a des subventions, j'ai compris qu'il y avait des enjeux un peu politiques et un peu difficiles enfin moi que j'appréhendais pas du tout. Et en fait, du coup, si on remet les jeunes
au centre, et ben en fait, moi, je m'affranchis de ces questions un peu, on va dire, politiques. Et ça, c'est plutôt... Enfin, je préfère. Oui, Elisabeth Rousseau, du Mans. Je voulais savoir comment vous avez réussi à motiver en fait les collègues. Parce que les équipes où on fait partie en fait des classes et tout, ça c'est, on va dire, assez facile. Mais alors les autres enseignants, parfois c'est compliqué. Alors c'est vrai que c'est parfois compliqué. En fait, moi je sais que je compose avec les personnalités des uns des autres. Je sais qu'avec certains collègues, je ne vais pas pouvoir travailler. Parce qu'ils ne sont pas dans cette démarche de projet, dans cette idée de... Pour eux, il faut faire court, faut finir... ils ont un diplôme, il faut finir le programme. Voilà, ils sont encore dans cette idée-là où on les sort, mais vous les baladez tout le temps. Enfin, on a des réflexions, parfois un petit peu... pas sympathiques. Mais moi, je m'appuie surtout sur les collègues volontaires, en fait. Après, par exemple, pour la loi Egalim au self, c'est pas que des collègues. Je sais qu'il y a des collègues qui sont partants pour faire des repas à thème, par exemple avec la section anglais-euro ou l'enseignante d'allemand, etc. Et donc là, ils sont même demandeurs. Ils viennent voir et ils nous demandent comment on peut faire. Ok, nous on les accompagne, mais si je peux éviter de travailler avec certains collègues, je peux pas embarquer. Enfin, moi je pense qu'on peut pas embarquer tout le monde non plus tout le temps, quoi. Enfin, après, une fois qu'on a une équipe, motivée, avec des compétences complémentaires, et ça peut donner envie à d'autres après qui se disent l'année prochaine, moi je veux bien faire partie de votre équipe. C'est plus comme ça que je le vois. Parce que j'ai déjà essayé de faire ça, mais on s'épuise en fait. Donc si le projet peut faire sans tout le monde, on le fait. Puis après, ils se raccrochent ou pas, ou ils appliquent ce qu'on fait. Merci pour cet échange. Je pense que vous pouvez aussi les remercier.